Et puis en République démocratique du Congo, une coalition d'opposition a dénoncé ce vendredi l'arrestation d'un de ses membres. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Bonjour et bienvenue à tous. Au Gabon et à moins de 2 mois de la présidentielle, pouvoir et opposition multiplient les escarmouches. Ali Bongo Ondimba, accusé d'inéligibilité, un opposant poursuivi en justice, une presse déchaînée, tout ceci laisse craindre une campagne tendue chez une partie des 1,8 million de Gabonais. Voici le reportage. Ce samedi, partisans du chef de l'État et militants d'opposition ont prévu de manifester à Libreville à quelques centaines de mètres les uns des autres à 3 jours de la date butoir du dépôt des candidatures pour l'élection à un tour du 27 août. Près d'une vingtaine de candidats se sont déclarés, dont le président Bongo, 57 ans, élu en 2009 après la mort de son père, Omar Bongo. L'ambiance de la campagne va être assez pourrie, résume une source diplomatique. On a de fortes personnalités d'opposition face à Ali Bongo, qui était autrefois des alliés de son père. Parmi eux, Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine et ex-beau-frère d'Ali Bongo, qui fut aussi plusieurs fois ministre avant de tourner kazakh en 2014 et aujourd'hui poursuivi en justice. L'opposant a refusé de répondre aux convocations devant la justice dans 2 affaires dénonçant des manœuvres politiques de la part du pouvoir. Le mardi 12 juillet, date limite de dépôt des candidatures, devrait donner lieu à de nouvelles passes d'armes verbales et procédurières. La plupart des opposants ont en effet adopté une stratégie risquée, refuser le principe même de la candidature d'Ali Bongo, coupable selon eux d'avoir falsifié son acte de naissance. Il s'apprête désormais à contester son dossier devant la commission électorale chargée d'examiner et valider les candidatures d'ici fin juillet. Face à l'opposition, le pouvoir, quant à lui, met en avant son bilan après 7 ans au pouvoir, début de diversification de l'économie dépendante du pétrole, investissement sans précédent dans les infrastructures, tout en reconnaissant un point noir sur la construction de logements. Au Kenya, plus d'une centaine d'islamistes somaliens Shebab ont attaqué, dans la nuit de vendredi à samedi, un poste de police au nord-est du pays, blessant un policier et s'emparant d'armes et de munitions. L'annonce de cette attaque a été faite par la police kenyane. Selon une source policière qui a requis l'anonymat, les assaillants se sont emparés de 13 fusils d'assaut AK-47, de plus de 10 000 balles et d'uniformes. Le poste de DIF avait déjà été attaqué en avril et 3 policiers avaient alors été blessés. Un véhicule avait aussi été volé lors de l'assaut qui avait déjà impliqué une centaine de combattants d'Al-Shabaab, un groupe affilié à Al-Qaïda. De violents échanges de tirs à l'arme automatique ont secoué ce vendredi après-midi la capitale sud-soudanaise. Après un premier accrochage dans la capitale ce jeudi, ces fusillades ravivent les craintes d'un échec du fragile processus de paix en cours. Selon un témoin, les tirs ont d'abord été entendus aux abords immédiats du palais présidentiel où le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse. Les coups de feu ont ensuite continué pendant une trentaine de minutes avant que le calme ne revienne près du palais. Le président et le vice-président ont appelé la population au calme en affirmant tout ignorer des événements en cours. Manifestations, grève générale et mobilisation sur les réseaux sociaux sur fond de crise économique secouent le Zimbabwe, pays où la contestation s'exprime rarement au grand jour. Suite à ces manifestations de la semaine dernière, le président Robert Mugabe a rejeté ce vendredi sur les puissances occidentales la responsabilité du retard du paiement des salaires des fonctionnaires. Ces manifestations au Zimbabwe mettent en lumière la frustration grandissante de la population, d'habitude étouffée par les forces de sécurité, dans un pays où 90% des actifs n'ont pas d'emploi formel. Mercredi dernier, le pays a tourné au ralenti lors d'une grève générale à l'appel des syndicats. Événement rarissime, de nombreux commerces, écoles et tribunaux sont restés fermés tandis que les transports en commun étaient paralysés. Déjà en début de semaine, les chauffeurs de transport en commun avaient protesté contre la corruption policière. Les autorités ont procédé à une centaine d'arrestations. Quelques jours plus tôt, environ 70 personnes avaient été interpellées au poste frontière de Bedbridge
frontalière de l'Afrique du Sud, alors qu'elle dénonçait l'interdiction d'importer des produits de première nécessité. En effet, les autorités ont interdit l'importation de produits de première nécessité, comme l'huile et le lait en poudre, officiellement pour favoriser les produits locaux. Mais la décision a été très mal accueillie au moment où le pays est frappé par une grave sécheresse qui menace de faim des millions de personnes. Notons que l'économie du Zimbabwe est également plongée dans une crise sans fin depuis plus d'une décennie. Les banques manquent cruellement de liquidités, tout comme le gouvernement qui n'a pas pu payer en juin les salaires des fonctionnaires à l'exception de ceux des forces de l'ordre. Mais ce vendredi, le président Robert Mugabe a une fois de plus rejeté sur les puissances occidentales la responsabilité du retard du paiement des salaires des fonctionnaires. Au Mali, l'entrée de Nina Wallet Intalou dans le nouveau gouvernement a été accueillie plutôt froidement par la coordination des mouvements de l'Azawad dont elle fait partie. C'est un non-événement, affirme Al-Mouhag Mohamed, un des porte-parole du mouvement. Pour lui, elle ne peut être considérée comme représentant de la CMA au sein du gouvernement car sa nomination a été faite sans concertation avec le mouvement. Les détails. Annoncé ce jeudi, la composition du nouveau gouvernement du Mali fait débat. Si les principaux portefeuilles restent inchangés, 9 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe. La plus remarquée est celle de Nina Wallet Intalou, grande militante au sein de la rébellion Touareg et membre de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Mais pour son porte-parole, ce nouveau gouvernement est comme le gouvernement sortant parce qu'à aucun moment la CMA n'a été concertée officiellement pour son entrée au gouvernement. De son côté, la nouvelle ministre de l'Artisanat et du Tourisme reconnaît qu'elle a pris de manière indépendante la décision d'entrer au gouvernement et parler d'un engagement personnel. En réponse, le secrétaire à la communication du bureau politique du Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti au pouvoir, l'estime bien représentative de la CMA puisqu'elle siégeait pour le mouvement au sein de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il voit aussi dans sa nomination une application de l'accord d'Alger et un pas supplémentaire vers la réconciliation. L'opposition, quant à elle, reste dubitative pour Soumaïla Cissé, son chef de file. Ce qu'il aurait fallu d'abord, au moment de refaire le gouvernement, c'est de donner une vision. Les mêmes hommes sont encore là avec des résultats qui n'ont pas été probants. On poursuit cette édition en République démocratique du Congo. Le Front citoyen 2016, coalition d'opposants au président Joseph Kabila, a dénoncé ce vendredi l'arrestation d'un de ses membres en marge d'une conférence de presse à Kisangani, dans le nord-est du pays. Jean de Dieu Kilima, chargé de la mobilisation du Front citoyen 2016 dans la province de la Chopo, a été enlevé par des agents de l'Agence nationale des renseignements et est détenu dans un lieu inconnu, déplore le mouvement dans un communiqué. La plateforme a adressé ce vendredi un avertissement comminatoire au chef de l'État, Joseph Kabila, l'enjoignant à abandonner son poste quoi qu'il arrive à la date du 20 décembre, sous peine de s'exposer à un soulèvement populaire. À moins de 6 mois du terme de son mandat, aucune date n'a encore été fixée pour la présidentielle et tout indique que celle-ci ne pourra pas être organisée dans les temps. En tournée en Afrique, le Premier ministre indien Narendra Modi a été reçu ce vendredi par le président Jacob Zuma. Au cours de cette deuxième étape de sa tournée, il a évoqué les valeurs, souffrances et batailles communes entre Delhi et Pretoria qui constituent un socle solide pour le commerce entre les deux pays. Les détails. Narendra Modi, le Premier ministre indien, est arrivé ce jeudi soir en Afrique du Sud en provenance du Mozambique dans le cadre de sa tournée en Afrique qui le conduira également en Tanzanie et au Kenya. Cette visite est destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà solidement implanté sur le continent. Après s'être entretenu ce vendredi avec le président sud-africain Jacob Zuma dans la capitale Pretoria, le Premier ministre indien a donné une conférence de presse commune avec ce dernier. À travers les siècles, l'Inde et l'Afrique du Sud ont nourri des liens humains très étroits. Nous nous sommes élevés ensemble dans notre lutte commune contre l'assujettissement radical et le colonialisme. Nous voulons rassurer la partie indienne que l'Afrique du Sud est une merveilleuse destination touristique.
Et la simplification du processus de visa en Afrique du Sud avec l'Inde a commencé. L'Inde est actuellement le 6e partenaire de l'Afrique du Sud avec des échanges combinés de 5,3 milliards de dollars pour 2015-2016. Les deux pays ont signé des accords dans le domaine des technologies, de l'information et du tourisme et exprimé leur volonté de travailler ensemble dans les mines, le secteur pharmaceutique et la défense. Ce vendredi soir, Narendra Modi doit rencontrer la diaspora indienne dans un stade de Johannesburg alors que l'Afrique du Sud abrite la plus forte communauté d'origine indienne en Afrique, soit 1,3 million de personnes. Il est également attendu samedi à Durban où il se rendra dans la maison de Gandhi. Alors, à présent en Centrafrique, où les autorités organisent une session de formation à l'attention des chefs d'équipe d'une ONG de développement participatif. C'est une initiative qui vise à terme à réconcilier les frères ennemis centrafricains autour d'un idéal de développement. Hubert Marie Djamani pour plus de précisions. Comment reconstruire la Centrafrique après la crise des 3 dernières années? C'est le défi que le projet Londo et ses partenaires s'engagent à relever à travers la formation des chefs d'équipe, des femmes et des hommes appelés à exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire. Alors Londo, c'est en langue sango de Centrafrique qui veut dire debout. Debout, le gouvernement le veut ainsi parce que avec tout ce qui s'est passé, la crise, le pays a été complètement détruit. Nous, Centrafricains, nous avons nous-mêmes détruit notre pays. Et il est temps qu'on arrête, qu'on se lève et qu'on rebâtisse notre pays. L'objectif du projet, c'est d'amener les jeunes des zones rurales à opter pour les activités privilégiant le développement participatif. Car le retour de la paix passe aussi par le travail qui permet aux membres de la communauté de trouver les revenus nécessaires à leur survie. La Banque mondiale a accompagné la République centrafricaine tout au long de la crise à travers un paquet de projets d'urgence. Le projet Londo est l'un de ces programmes qui consistait d'abord à fournir des revenus aux populations vulnérables en province, sur l'ensemble du territoire, et j'insiste sur ce point car c'était très important pendant la crise, donc aussi bien au sud-ouest qu'au nord-est, on pouvait trouver le projet, mais également d'accompagner le retour de l'autorité de l'État. Les activités inscrites dans le programme d'action de Londo contribueront à coup sûr à donner à la Centrafrique des atouts supplémentaires à son relèvement. Pour finir, le bilan du naufrage d'un car dans le fleuve Sénégal lundi dernier est désormais de 7 morts selon un nouveau bilan des sources de sécurité. Un premier bilan de sources policières faisait état de 6 corps repêchés et de 2 disparus à la suite de cet accident survenu lundi soir lors d'une rotation d'un des bacs reliant les 2 rives du fleuve Sénégal, Roseau Sénégal et Roseau Mauritanie. Le chauffeur du car en était sorti indemne. Les secours recherchaient 2 enfants en bas âge portés disparus lorsqu'ils ont découvert un 7e corps, celui d'un jeune homme. Les victimes, toutes sénégalaises, étaient à bord du car sur le bac quand l'accident s'est produit, a ajouté la même source, évoquant l'inexpérience du chauffeur et une défaillance technique du véhicule. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci pour l'attention et excellent week-end à toutes et à tous.